Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si comme nous vous faites partie de cette génération bénie des dieux qui a eu la chance de découvrir les livres avant de voir les films au cinéma, vous avez probablement espéré pendant très longtemps recevoir votre lettre d'acceptation dans cette formidable école. Seulement, vous ne l'avez pas reçue et depuis vous vous lamentez en vous demandant pourquoi. Aujourd'hui on va tenter donc de fournir une réponse à cette question pour le moins troublante et pour cela nous avons évidemment un invité très spécial qui va nous donner toutes les informations dont nous avons besoin. There's no such thing as magic. Non, en vrai cette vidéo va vous permettre de vous expliquer comment les élèves sont sélectionnés pour accéder à Poudlard et comment se passe justement cette sélection. Est-elle arbitraire? Est-elle assez ouverte? Bref, on va essayer de tout vous raconter. En réalité, le processus de sélection dans une école c'est toujours quelque chose de compliqué, surtout lorsque l'on s'adresse à de si jeunes enfants, puisqu'il faut se souvenir que ce sont des jeunes de 10 à 11 ans. Cette question n'a évidemment pas échappé aux fondateurs de Poudlard au moment de la création de l'école, et pour cause. Il fallait être en capacité de repérer à travers toute la Grande-Bretagne des enfants dont les capacités magiques se révèlent peu à peu. Il y a 1000 ans, on peut imaginer qu'il était difficile de contacter les familles des sorciers à travers un territoire gigantesque et donc les fondateurs ont préféré inventer une solution innovante qui viendrait compléter utilement le Choixpeau magique qui se charge de la partie suivante, c'est-à-dire de la répartition dans les maisons. On le sait, les fondateurs sont très doués dans l'art et la manière de contrôler une magie absolument prodigieuse et de transmettre également cette magie dans des objets ou des lieux aux dimensions absolument pharaoniques. C'est ainsi qu'ils créent le Choixpeau magique, qu'ils créeront la salle sur demande, Poudlard dans son ensemble évidemment, et les sortilèges de protection qui vont avec. La chambre des secrets également pour ce qui concerne Salazar Serpentard. Bref, des magiciens au pouvoir extraordinaire, possédant chacun des objets emplis de magie, pouvant vous rendre intelligent, absorber les pouvoirs ou encore multiplier la nourriture. Bref, vous l'aurez compris, les fondateurs de Poudlard en avaient sacrément à revendre. Tous les quatre, ils créèrent deux instruments magiques qui ne sont pas parmi les plus connus car ils n'apparaissent dans aucun livre ni dans aucun film de la saga Harry Potter. C'est J.K. Rowling qui a révélé leur existence à l'occasion de la publication de certaines parties de ses notes personnelles et préparatoires à l'écriture de la saga. Aucune honte donc à ne pas les connaître car cela reste un sujet relativement confidentiel et dont sa véritable popularité ne sera arrivée qu'encore plus tardivement grâce au jeu mobile Wizards Unite que nous affectionnons tout particulièrement, notamment pour son histoire originale. La création de Poudlard s'est développée sur un partage permanent des fondateurs pour tout ce qui concernait finalement l'éducation des élèves. Que l'on parle de la répartition, de l'acceptation, des enseignements, des règles et des talents propres à chaque maison, à chaque fois tout a été habilement séparé pour que le pouvoir à Poudlard n'appartienne jamais à une seule personne, aussi haut placée soit-elle. Que ce soit les directeurs, les enseignants ou les fondateurs, aucun ne peut s'arroger des pouvoirs supplémentaires au sein de l'école. Dans toute l'histoire de Poudlard que nous connaissons actuellement, il n'y a eu qu'une seule période où effectivement le ministère de la Magie et le directeur Severus Rogue ont imposé des règles qui n'étaient pas franchement en conformité, c'est le moins que l'on puisse dire, avec les règles fixées par les fondateurs. C'est ainsi qu'à la fondation de Poudlard, les fondateurs réservèrent une des nombreuses tours du château à un usage pour le moins très précis pour y placer deux artefacts, deux reliques d'une puissance magique inégalée et absolument prodigieuse. Il s'agit d'une plume et d'un livre. La plume porte le nom de plume d'acceptation et le livre est donc le livre d'admission. Ces deux objets constituent l'un des seuls processus permettant aux jeunes sorciers d'être sélectionnés par Poudlard dès leur naissance ou presque. En réalité, ces deux objets fonctionnent avec une magie absolument perpétuelle puisqu'aucun directeur ou professeur de Poudlard n'a jamais pu rentrer en contact physique avec la plume et le livre. Ils fonctionnent donc avec une magie totalement indépendante et pour le coup très impressionnante. Peu de sorciers comprennent d'ailleurs, y compris les plus brillants, le fonctionnement de ces deux objets magiques. Personne jusqu'à présent n'a trouvé véritablement de réponse à cette question. Si quelqu'un par hasard avait eu suffisamment de connaissances pour saisir la nature exacte des sortilèges, il est peu probable que cette personne aurait osé avouer l'avoir compris, car en effet la plume d'acceptation et le livre d'admission peuvent parfois ignorer la présence de jeunes sorciers et ne pas les juger suffisamment dignes d'accéder à Poudlard, ce qui évidemment déclenche, comme vous pouvez l'imaginer, des colères absolument monumentales et monstrueuses de la part des parents qui sont absolument furieux de ne pas voir leur progéniture intégrer la plus célèbre école de sorcellerie au monde. Alors évidemment, ne pas connaître le fonctionnement permet au final de ne pas avoir à se justifier pour les directeurs et c'est plutôt très pratique pour le coup. Par contre, ce qui est certain, c'est que si des élèves n'ont pas été repérés par la plume et le livre, pour le coup, il n'y a absolument aucun recours possible, même avec beaucoup de persuasion. La décision prise par les deux objets l'emporte sur tout et aucun enfant n'a jamais été accepté à Poudlard sans que son nom ait été inscrit dans le livre. Pour nous aider à mieux imaginer ces deux objets, J.K. Rowling nous a largement abreuvé de détails sur leur consistance.
Dans cette tour, qui est fermée à clé en permanence et dont seul le directeur a un droit d'accès, se trouve un bureau et à l'intérieur ce livre gigantesque qui ressemble à un vieux grimoire aux pages jaunies. La reliure de ce livre est en peau de dragon et il est accompagné par un petit encrier argenté surmonté d'une grande et magnifique plume qui viendrait d'un auguré. L'auguré, c'est cet oiseau magique que nous apercevons très brièvement dans Les Crimes de Grindelwald, le second volet de la saga des Animaux Fantastiques, lorsqu'on l'on voyage en fait dans la maison de Newt Scamander et notamment dans son sous-sol. Et l'auguré sera également le symbole choisi par Delphine Gélusor dans les événements survenus dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. Nous aurons d'ailleurs probablement l'occasion de reparler de cet oiseau dans une prochaine vidéo car nous avons une petite théorie sur l'animal et on pense que ça va vous plaire. Pour en revenir à nos hippogriffes, J.K. Rowling décrit le fonctionnement exact de la plume et du livre. Au moment précis où un enfant montre les premiers signes de ses pouvoirs magiques, la plume sort de l'encrier et tente d'inscrire le nom de l'enfant dans le livre d'admission. On ne sait pas exactement ce que contient l'encrier, il semble s'agir d'une encre magique car l'encrier est constamment vide. Le liquide est argenté et pour le moment aucune recherche n'a permis d'aboutir à une réponse satisfaisante sur sa nature. Alors, on dit que la plume tente d'inscrire le nom du jeune sorcier dans le livre, et là vous vous dites, c'est franchement pas si difficile à imaginer que ça pourtant. Mais, comme on vous le disait précédemment, il faut bien se rendre compte que la volonté des fondateurs a toujours été de diluer les responsabilités pour que rien ne puisse prendre le pas sur quelque chose d'autre, ainsi les responsabilités sont toujours partagées afin de ne pas donner un pouvoir trop grand à qui ou quoi que ce soit. C'est ainsi que le livre a sa propre manière de fonctionner, ses propres raisons d'exister, et en l'occurrence, en tous les cas, ce sont les multiples observations décrites par des directrices et des directeurs de Poudlard qui nous apprennent que le livre refuse parfois d'inscrire quelqu'un dans le lit. Et il se referme donc d'un coup, empêchant ainsi la plume de faire son usage et de saisir donc le nouveau sorcier qu'elle estime, elle, être en capacité d'être inscrite. En effet, le livre peut donc surseoir à l'acceptation d'un jeune enfant s'il n'a pas la preuve que ce dernier dispose de suffisamment de magie en lui pour avoir sa place à Poudlard. Ce processus, en réalité, apparaît franchement assez violent et aurait pu être très bien imaginé par Salazar Serpentard lui-même, tant la sélection se trouve au final être très rigoureuse. Rien ne permet de forcer le livre d'admission à accepter un jeune sorcier. C'est sa décision souveraine et cette décision a donc un impact monumental et même vertigineux sur la vie de ce jeune enfant qui vient pourtant tout juste de naître. Si la majorité des enfants bénéficient à la fois de l'acceptation et de l'admission très rapidement, parfois cela prend du temps, beaucoup de temps, et J.K. Rowling nous apprend d'ailleurs que l'un de nos personnages préférés a bien failli ne jamais entrer à Poudlard, et en l'occurrence, sauf si vous connaissez cette histoire, on vous recommande de vous accrocher solidement puisqu'il s'agit de nul autre que Neville Londubat, rien que ça. En effet, J.K. Rowling précise qu'au moment de la naissance de Neville Londubat, la plume a tenté d'inscrire son nom dans le livre qui a refusé expressément de voir ce jeune bébé être qualifié pour Poudlard. Il faut dire que la magie de Neville Londubat n'était pas bien puissante à sa naissance et que même la sage-femme qui a aidé Alice Londubat à accoucher n'a pas remarqué que Neville avait réussi à bouger la couverture pour s'en recouvrir sur le ventre de sa mère. Neville n'a pendant longtemps fait aucune preuve concrète de son état de sorcier, à tel point que sa famille venait à se poser la question de savoir s'il était pourvu de pouvoirs magiques ou s'il était simplement un craque-molle, ce qui dans cette famille aurait pu être perçu comme étant une déception, tant Franck et Alice Londubat sont devenus des héros et martyrs de la première guerre des sorciers. Il aura fallu un événement absolument dramatique pour que le livre d'admission accepte enfin de recevoir le nom de Neville, puisque c'est peu après son 8e anniversaire qu'il va, pour la première fois, faire preuve d'une certaine forme de magie. En réalité, il va faire une chute monumentale et tellement haute qu'il aurait dû être tué sur le coup. Évidemment, il survécut grâce à la magie. Dès lors, le livre accepta le nom de Neville Londubat et il fut accepté pour de bon à Poudlard. Le livre a donc la capacité d'accéder ou de refuser les requêtes de la plume d'acceptation, et c'est quelque chose de plutôt pertinent au final, car cela permet, selon J.K. Rowling, de garder les craque-molles à l'extérieur de Poudlard. Ainsi, aucun enfant qui ne serait porteur que de résidus de magie ne peut accéder à l'école. Alors, on pourrait crier à la discrimination, se rouler par terre en tapant des pieds, des mains en hurlant, mais en réalité cela semble tout à fait logique. Car il faut bien comprendre que les craque-molles ne sont pas du tout en capacité de performer le moindre sortilège, même les plus courants. Ainsi, leur présence au sein de l'école ne servirait pas à grand chose et serait plus que cruelle pour eux, forcément. Alors, maintenant que vous avez ces informations, vous vous posez certaines questions sur tout ce qu'on a pu voir ou lire dans la saga des Animaux Fantastiques ou dans les livres Harry Potter. Certaines choses, en effet, méritent d'être expliquées et d'autres d'être un petit peu plus poussées, y compris d'ailleurs dans la perspective de la sortie l'année prochaine du prochain jeu vidéo inspiré de l'univers Harry Potter, Hogwarts Legacy. Pour répondre à vos questions, nous allons tenter de prendre quelques exemples pour illustrer le fonctionnement de ces deux incroyables objets. Prenons tout d'abord le cas par exemple de Drago Malfoy. Comme on a pu vous en parler dans une vidéo spécifiquement dédiée à la famille des Malfoy ou encore dans notre vidéo d'hommage à Hélène McCrory qui a interprété la formidable Narcissa Malfoy, il y a eu un désaccord assez prononcé entre Lucius et Narcissa en ce qui concerne l'éducation de Drago. En effet, si Narcissa avait
bien l'intention d'envoyer son fils à Poudlard, Lucius, lui, voulait en réalité l'envoyer à Durmstrang. Alors, vous nous direz, à partir du moment où la plume et le livre ont accepté et admis Drago à Poudlard, n'est-il pas obligé de s'y rendre? La question est absolument logique et la réponse l'est d'ailleurs tout autant, dans la mesure où les règles établies par le ministère de la Magie britannique fixent une obligation claire et précise sur le fait que les sorciers de moins de 17 ans doivent recevoir une éducation. Mais cette éducation est libre et chaque parent peut choisir soit d'élever son enfant pour des raisons personnelles, soit de l'envoyer dans une autre école. Il n'y a absolument aucune obligation à ce qu'un enfant soit envoyé à Poudlard, c'est la décision des parents qui est souveraine. Le ministère de la Magie ne se substitue évidemment pas à la plume d'acceptation et au livre d'admission, bien évidemment que non, mais il est vrai que le ministère de la Magie a un fort pouvoir de décision sur la manière dont doivent être éduqués les jeunes sorciers. Après, chacun demeure parfaitement libre de ses choix d'éducation. D'autant plus que si le ministère paye intégralement les frais de Poudlard, l'instruction est totalement gratuite, contrairement à ce que beaucoup veulent raconter sur les réseaux sociaux, il n'y a donc aucune difficulté. Si un parent décide d'envoyer son enfant dans une autre école à ses propres frais, il n'y a évidemment aucun sujet là-dessus. Partant de ce constat, votre cerveau critique se dit que, pour le coup, comment se fait-il, par exemple, que les sorciers nés moldus ne puissent plus retourner à Poudlard lors des événements de Harry Potter et les reliques de la mort, lorsque l'école est dirigée par Severus Rogue, cornaqué par les sinistres Carrows? En réalité, il y a là une subtilité pour le moins pas évidente à cerner dans le roman. Si, dans un premier temps, l'idée est bien venue à l'esprit des Mange-Morts et de Voldemort d'interdire l'accès aux enfants des nés moldus, ils se sont bien rendus compte qu'il était impossible de contourner la plume d'acceptation et le livre d'admission. Cela ne pouvait donc pas fonctionner. Toujours dans une disposition d'humiliation permanente, le ministère de la Magie a donc mis en place un système sacrément pernicieux et franchement d'une perversité assez élaborée, puisqu'il n'est pas interdit aux élèves nés de parents moldus de se rendre à Poudlard. Cependant, s'ils veulent s'y rendre, il leur sera impossible de pratiquer la magie, car pour cela, il leur faudra obtenir une autorisation du ministère de la Magie, le fameux statut de sang. Sans cela, ils seront condamnés à servir de cobayes. Bref, fort sympathique comme perspective. Autre illustration qui est intéressant à étudier, c'est le cas de Delphini Géluzor. Nous vous avons déjà parlé de ce personnage au cœur de toutes les intrigues de Harry Potter et l'Enfant Maudit dans une précédente vidéo, que nous vous mettrons en fiche juste ici. Delphini, vous le savez, a été conçue dans le plus grand secret a priori pendant la période de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Il est évident que la plume d'acceptation et le livre d'admission ont remarqué immédiatement Delphini et que son nom a été nécessairement inscrit dans le livre. Comme vous le savez également, Delphini Géluzor n'ira jamais à Poudlard et sera éduquée par les soins relativement mauvais de Euphemia Larroll. Alors, il n'y a là-dessus aucune cohérence puisque le ministère de la Magie autorise l'éducation à domicile comme on vous le disait précédemment. Alors, on pourrait se dire qu'à partir du moment où quelqu'un est né, il est effectivement inscrit dans le livre d'admission et il est certain que Delphini y est, là-dessus pas de doute. Cependant, il faut bien imaginer que si sa naissance remonte aux événements du Prince de Sang-Mêlé, il est peu probable que quelqu'un se soit véritablement préoccupé de ce qu'il se passait dans le livre. Il faut comprendre que personne ne regarde en permanence ce qu'il se passe dans cette tour. Dumbledore avait autre chose à faire que de passer des heures à observer un phénomène comme celui de la plume et du livre, alors qu'il luttait contre Voldemort et ses Mange-Morts. De plus, il ne serait pas venu à l'idée de qui que ce soit de penser que quelque chose se préparait dans le plus grand secret, en tout cas quelque chose de cette nature. Il apparaît donc évident que la naissance de Delphini a pu passer complètement inaperçue et que personne ne se soit jamais véritablement rendu compte de sa naissance. De plus, elle a pu être aussi identifiée d'une manière très étrange si certaines précautions, comme des sortilèges de protection extrêmes, ont été pris autour de l'accouchement, par exemple de Bellatrix Lestrange, et on sait que Voldemort est tout à fait en capacité d'assurer des sortilèges extrêmement puissants pour barrer toute autre intervention. Enfin, il est peu probable que dans la période de reconstruction de l'école, que la nouvelle directrice Minerva McGonagall a évidemment contribué beaucoup, qu'elle se soit penchée sur le sujet. Il faut le savoir quand même que cette tour ne reçoit jamais de visite, jamais de visiteurs, et que les passages des directeurs et des directrices, quand ils ont lieu, sont quand même relativement rapides et surtout franchement très très rares. On pourrait continuer indéfiniment à bâtir des théories sur la plume d'acceptation et le livre, mais nous allons prendre en fait un dernier exemple qui pour le coup a dû vous venir forcément à l'esprit. Comme vous le savez, dans Hogwarts Legacy, on sait qu'un élève va venir d'une école lointaine pour sa 5e année à Poudlard. Alors, vous allez nous dire, ce n'est pas possible, la plume, le livre, tout ça. En réalité, il est tout à fait possible que cet élève venant d'une école lointaine soit en réalité un jeune Britannique repéré déjà par la plume d'acceptation et par le livre évidemment, mais que ses parents auraient pu faire le choix de l'envoyer par exemple à Ilvermorny ou ailleurs. Nous verrons bien en 2022 quand le jeu arrivera enfin sur nos consoles s'il arrive un jour. Alors,
D'ailleurs, c'est une bonne entrée en matière pour se poser la question de savoir comment sont sélectionnés les élèves des autres écoles. Jusqu'à présent, nous avons déjà tenté de vous faire découvrir Ilvermorny, l'école des sorciers d'Amérique du Nord, dans une précédente vidéo, et ainsi Beauxbatons qu'on va vous remettre en fiche ici même. Pour Ilvermorny, on constate en fait que l'école est assez ouverte, ça a l'air d'être assez intrinsèque finalement à son développement et à sa création, et on a le sentiment que les élèves arrivent un peu par eux-mêmes à Ilvermorny au fur et à mesure qu'il y a du bouche à oreille, et il n'y a pas l'air d'avoir une sélection particulière, en tout cas ce n'a pas été documenté par J.K. Rowling, alors qu'effectivement elle nous a abreuvé d'informations sur cette école, et que vous pouvez retrouver dans la vidéo qui lui est spécialement consacrée. La sélection à Beauxbatons n'a pas été précisée non plus. Alors on sait qu'à Ouagadougou, l'école africaine, on sait juste que les directeurs et directrices de l'école envoient un messager des rêves visiter les jeunes enfants pour leur annoncer dans leur sommeil qu'ils sont acceptés à l'école. À leur réveil, les jeunes enfants trouvent généralement une petite pierre avec soit des inscriptions, soit pas d'inscription dessus, mais en tout cas voilà, ils savent qu'il y a un petit souvenir qui leur permet effectivement de se rappeler le rêve qu'ils ont fait. Pour toutes les autres écoles, pour le coup, on n'a absolument aucune information. Pour le moment, rien n'est disponible, mais on surveillera quand même ce sujet avec intérêt. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo où on voulait vraiment vous parler de cette sélection à Poudlard parce que c'est quelque chose qui est quand même très méconnu et qui pour le coup a énormément d'importance, mine de rien, dans la vie des jeunes sorciers en Grande-Bretagne. C'est vrai que voilà, le livre et la plume ne sont pas des objets que l'on connaît parce qu'on ne les a pas vus apparaître ni dans les livres ni dans les films et qu'il a fallu attendre voilà, une publication sur Pottermore par J.K. Rowling pour en savoir un petit peu plus effectivement sur le processus de sélection, mais c'est vrai que c'était un sujet voilà, qu'on avait envie de traiter, qu'on avait envie de vous présenter, donc du coup maintenant vous avez la réponse. Si vous n'avez jamais reçu votre lettre, c'est tout simplement parce que voilà, vous n'avez pas de pouvoir magique et donc vous n'êtes pas inscrit dans le livre d'admission et donc forcément, malheureusement, c'est comme ça, donc soit vous êtes tous des craquemolles, nous compris, soit sinon on est absolument des moldus et il va falloir se contenter de cette position, certes fort désagréable en temps de Covid, mais bon, autant s'y habituer, ça risque de durer assez longtemps et malheureusement, même si la magie, on en est persuadé, existe quelque part, en tous les cas, il est certain que nous ne serons jamais élèves à Poudlard. Ce n'est pas le moment de se tirer une balle dans la tête, évidemment, mais bon, voilà, il faut apprendre à vivre avec son fardeau, et ce fardeau nous est évidemment consacré. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce processus de sélection, est-ce que vous trouvez qu'il est juste, est-ce que vous trouvez qu'il est un peu trop sévère, trop arbitraire, voilà, dites-nous vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez, ce serait intéressant qu'on puisse véritablement en débattre. Et donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Un grand merci et un grand bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent ces derniers temps. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à notre chaîne, et pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et à liker nos différentes publications et nos différents contenus. Ça nous permet toujours de voir si ce qu'on a à vous proposer vous plaît. En tout cas pour nous, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous fabriquer de nouveaux contenus, et croyez-nous qu'en ce moment on ne chôme pas. Voilà, donc on vous souhaite à tous bon courage et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici quelques jours. À très bientôt.